6 moi. Bonjour à toutes et à tous. Je viens de lancer ce webinaire avec cet outil Livestorm, alors que je vous demanderai un petit peu de gens parce que c'est la première fois qu'on l'utilise. Donc j'espère que tout va bien fonctionner. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à droite sur le chat si vraiment il y a des difficultés. Donc je suis Florent Le Tourneur, je suis le dirigeant et le cofondateur de Happy to Meet You et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par Yann. Je vais t'essayer, Yann, de te présenter. Bonjour à toutes et à tous, enchanté, je suis heureux de participer à ce webinaire avec Florent. Donc moi je suis le cofondateur de Tilt, qui est une plateforme d'onboarding que j'ai cofondée avec Jonathan Ditché, mon associé, il y a 2 ans. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va parler onboarding, on va parler intégration, on va parler de différents sujets effectivement de ce moment de vie de RH d'un nouveau collaborateur dans l'entreprise. Alors tout d'abord, plusieurs petites choses un peu techniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct. Alors, vous avez chat à droite, vous avez aussi questions normalement qui doit apparaître. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans ce petit canal. Yann et moi y répondrons avec plaisir tout au long du webinaire. Durée du webinaire, on va se donner 45 minutes. L'idée, c'est d'être rapide et efficace. Et puis, autre point, pour toutes les personnes effectivement présentes et inscrites à ce webinaire, on vous enverra un petit mail derrière, un mail, pourquoi il ne sera pas petit, un mail avec le replay du webinaire et le lien pour télécharger la présentation que Yann et moi avons travaillé pour vous. D'accord ? Voilà, écoutez, on y va. L'idée, c'est effectivement de parler d'intégration. Alors, bon, on ne va pas se représenter 4 fois. De parler effectivement aussi d'expérience collaborateur en petite introduction. Rapidement, aujourd'hui, on a repris effectivement une enquête sur l'expérience collaborateur par nos collègues de Parlons RH, enquête de l'année dernière qui disait que 35% des entreprises aujourd'hui déclarent avoir déployé ou initié une politique RH d'expérience collaborateur. Chiffre effectivement qui est en augmentation assez forte parce qu'il y a une augmentation de 10 points entre 2019 et 2020. Je sais que Parlons RH en ce moment est en train de faire une enquête 2021 et je suis persuadé que ce chiffre va encore augmenter. C'est pas le Covid ou la Covid qui va modifier ce point-là. Je pense que même au contraire, on en parlera. On parlait de l'intégration à distance tout à l'heure. C'est un point qui va peut-être encore renforcer la nécessité effectivement d'avoir une expérience collaborateur digne de ce nom pour les entreprises. Alors, c'est un phénomène récent, hein, cette notion d'expérience collaborateur qui est à mettre en parallèle avec ce qui existe dans le commerce, dans le e-commerce, l'expérience client. C'est toujours, selon l'enquête de Parlons RH, quelque chose qui a moins de 3 ans pour presque 9 entreprises sur 10. Donc, c'est énorme. Donc là, il y a encore un chantier, à mon sens, un autre sens qui est gigantesque sur le sujet. Beaucoup de gens en parlent, mais il reste encore beaucoup de choses à faire dans beaucoup d'entreprises au quotidien. Alors, définition pour tout le monde. Expérience collaborateur, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des moments clés vécus par un employé, par un collaborateur, depuis le moment où il est recruté, même en pré-recrutement, jusqu'à son départ de l'entreprise, qu'on appelle de temps en temps l'offboarding, ce qui est l'occasion pour moi d'ailleurs de vous dire que probablement je proposerai un webinaire premier trimestre 2021 sur le départ de l'entreprise, l'offboarding, parce que là aussi il y a un travail gigantesque à réaliser par nous tous, professionnels des ressources humaines. Alors, parcours collaborateur, là où vient l'onboarding, on l'a situé dans le avant et pas dans le pendant. Pourquoi? Et on va y revenir tout à l'heure. C'est qu'à notre sens, l'onboarding, l'intégration ne commence pas le premier jour dans l'entreprise. Il commence bien avant. Il commence, à notre sens, le jour où vous avez signé un contrat de travail, le jour où un candidat a accepté une promesse d'embauche avec vous. C'est là que commence effectivement la partie onboarding. Et on va revenir effectivement sur ce point-là
extrêmement important, cette phase de transition, je dirais, entre le recrutement, le parcours recrutement et le début du travail au sein de l'entreprise. C'est un point clé parce qu'il y a une étude de Deloitte, alors elle date de 2014, mais sincèrement, je suis convaincu que les chiffres n'ont pas changé, voire même ils sont encore plus forts. L'étude de Deloitte en 2014 disait que 86% des nouveaux collaborateurs prenaient leur décision de rester ou non dans une entreprise les 6 premiers mois de vie dans cette entreprise. Presque 9 sur 10 décident pendant ces 6 mois de rester ou de ne pas rester. Ce qui corrobore l'étude de la DARES de 2018 qui disait qu'un tiers des collaborateurs quittaient leur entreprise les 12 premiers mois de leur entreprise en CDI, ce sont des chiffres assez énormes. Et très souvent, effectivement, si on n'a pas soigné cette intégration, quelle perte de temps, quelle perte d'argent par rapport à tout ce qui a été investi lors des étapes de recrutement. Alors, l'onboarding, alors c'est un terme anglais, c'est pas le plus joli, on va dire l'embarquement, l'intégration. En fait, ce sont tous les concepts, tous les processus d'accueil qui vont être mis en place dans l'entreprise, dans l'organisation, pour être certain, parce que ça c'est un point clé, être certain que tous les nouveaux membres sont bien intégrés, qu'ils s'intègrent. Et c'est encore plus vrai dans la situation dans laquelle on est tous sur cette planète, avec des situations de télétravail pour une certaine d'entre nous, peut-être du chômage partiel, peut-être aussi des réorganisations dans les entreprises. Donc effectivement, il y a une nécessité encore plus forte, encore plus aujourd'hui, de travailler ce sujet de l'intégration. Parce que, bon, voilà, quand on écoute BFM TV, on est tous malades et chômeurs la semaine prochaine. Mais dans la vraie vie, il y a quand même des emplois, il y a quand même des embauches. Il y a des secteurs d'activité qui souffrent aujourd'hui, mais il y a quand même d'autres secteurs d'activité qui embauchent et qui nécessitent d'intégrer de manière très correctement les nouveaux collaborateurs. Voilà, 4 bénéfices selon nous à un bon process d'intégration, et vous avez le droit de pas être d'accord, d'avoir des remarques, d'avoir des questions ou des remarques sur le chat. D'abord, bien sûr, limiter le turnover. Vous avez travaillé sur un recrutement, vous y avez investi du temps, vos managers aussi, vous y avez investi de l'argent. Donc, effectivement, l'objectif, c'est pas de recommencer, quoi, pour être très clair, de recommencer un recrutement, de recommencer une formation aussi, souvent. Point qui est clé, c'est d'aider cette nouvelle recrue à se sentir vite à l'aise, vite performante, vite une nouvelle salariée de votre entreprise, un nouveau salarié de votre entreprise. Donc ce sujet-là, il est clé, quoi. Des choses que je vois où effectivement le premier jour, je suis avec le dirigeant parce que c'est la bonne journée, puis après la deuxième journée, le dirigeant il disparaît et vous êtes tout seul derrière votre ordinateur chez vous, à votre bureau. Bon voilà, c'est pas idéal. Donc c'est nécessaire d'avoir une bonne intégration, de renforcer, je pense, la socialisation, le sentiment d'appartenance, la compréhension, l'adhésion aux valeurs de votre entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est clé. Et puis, bien sûr, globalement, ça renforce bien sûr votre marque employeur, parce que on se souvient toujours, un collaborateur se souvient toujours de ses premiers jours dans une entreprise. C'est quelque chose qui est clé. Et je pense que dans notre cerveau, on a tous des bonnes ou des mauvaises expériences les premiers jours chez nos employeurs actuels ou passés. Alors, 3 étapes clés qu'on va détailler. Tout d'abord, le pré-boarding, ce que je vous expliquais, qui est la période entre l'accord du collaborateur et l'arrivée dans son poste. Je viendrai sur ce point-là tout à l'heure. Et puis, je laisserai la parole à Yann pour nous parler effectivement de l'arrivée dans l'entreprise, du suivi aussi de l'onboarding. Et puis, Yann viendra aussi sur une thématique. Il n'y a pas que l'onboarding des nouvelles recrues. On pense souvent effectivement intégration parce que nouveaux collaborateurs, mais il peut y avoir d'autres intégrations et Yann va zoomer sur ce point-là. Et puis moi, je terminerai par l'intégration à distance parce que c'est un sujet d'actualité et qui va probablement rester d'actualité en 2021, voire les années futures. Alors sur le chat, je vois que Sabine dit qu'elle a des problèmes de son. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? J'espère que
c'est OK pour tout le monde ou peut-être malheureusement c'est Sabine qui a un problème avec sa liaison. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Bon, je vois des OK. Je suis déçu aussi pour vous, Sabine, mais il y aura un replay dans tout état de cause. Excusez-moi pour ce petit aparté. Alors, le pré-boarding, bon, je ne vais pas revenir sur cette période, mais il y a effectivement des enjeux énormes parce que c'est une période pendant laquelle le candidat, la nouvelle recrue, peut douter de ses décisions, peut être stressé en se demandant si elle a fait le bon choix ou pas le bon choix. Si elle a un préavis d'1 mois, 2 mois, 3 mois, elle sait ce qu'elle quitte, mais elle ne sait pas vraiment où elle va. Donc pendant cette période un petit peu délicate, et nous on le vit de temps en temps aussi avec nos clients sur la partie cabinet de recrutement, il peut arriver que certains candidats, certains nouveaux embauchés, continuent à chercher parce qu'ils ont des doutes ou ils se disent qu'ils vont trouver mieux ou différent, etc. Et donc là, effectivement, ça peut être fragile. Et puis vous avez même pendant cette période sur des profils qui sont rares, des profils du numérique, des profils de commerciaux, des profils de chasseurs commerciaux, ils vont peut-être être toujours eux-mêmes chassés pendant cette période, avec toute la fragilité que ça peut avoir pour vous. Donc si vous êtes, je dirais, aux abonnés absents pendant ce mois, ce 2 mois, ce 3 mois de préavis, vous laissez libre ce nouveau salarié de continuer sa recherche d'emploi ou d'être sollicité pour des emplois peut-être différents du vôtre. Je ne dis pas forcément plus intéressants, mais différents du vôtre, en tout cas qui vont semer du doute. C'est surtout ça le sujet. Voilà. Donc, il faut évincer ces doutes. Comment améliorer cette phase-là pour nous? D'abord, on pense que pendant cette période, vous pouvez commencer à faire découvrir la culture de l'entreprise. Partager de la documentation, lui envoyer des informations. Alors, c'est hyper délicat parce que juridiquement, il n'y a pas de lien de subordination pendant cette période. Donc, c'est toujours un sujet effectivement un petit peu sensible pour les plus juristes d'entre vous. Mais je pense qu'il faut faire fi de ça et aujourd'hui de se dire un nouveau collaborateur qui a signé dans un nouvel emploi, il a déjà, de toute façon, on le sait bien, un petit peu la tête ailleurs que son emploi actuel, pendant lequel il effectue la fin de préavis, et commencer gentiment, sans l'abreuver, sans le décourager non plus avec des tonnes de documents, mais en tout cas lui envoyer un certain nombre de choses, tout en parallèle d'anticiper les tâches administratives. C'est des choses assez simples. Par exemple, selon la structure que vous avez, c'est peut-être lui proposer déjà de choisir du matériel. Alors je sais qu'on le fait chez Happy2Meet You, par exemple, on propose à nos collaborateurs de choisir l'ordinateur et le téléphone portable dont ils vont avoir besoin demain. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Donc, on leur propose effectivement avant de nous dire quels ordinateurs ils souhaitent, quel ordinateur ils souhaitent, quel téléphone ils souhaitent. Et puis, on va l'acheter en avance de phase et voir lui le mettre à disposition en avance de phase, lui l'envoyer s'il est à distance en télétravail, pour qu'il puisse déjà se sentir dans l'entreprise. Pareil, si votre collaborateur, par exemple, a une voiture de fonction, vous pouvez déjà échanger avec lui sur le modèle, la couleur, par rapport au catalogue auquel vous avez la possibilité de lui proposer quelque chose. En tout cas, d'anticiper les tâches administratives. En fait, l'objectif, c'est un petit peu ce qui est au milieu du slide, c'est créer des occasions pour communiquer. Lui montrer que vous êtes toujours là, que vous pensez à lui, vous vous intéressez à lui. Vous ne pouvez pas le faire travailler, évidemment, il ne faut pas rentrer là-dedans, mais vous pouvez effectivement déjà avoir des occasions pour échanger avec lui. Et c'est là où un outil peut être effectivement intéressant pour gérer toutes ces tâches administratives avec une checklist. Je vais vous en proposer une tout à l'heure. Voilà. Après, des petits tips qui peuvent être sympas, des petites astuces. Pourquoi pas lui faire sentir qu'il est déjà attendu par l'équipe. Une petite photo de l'équipe, un peu sympa, qu'on va lui envoyer par email, qu'on va lui envoyer par SMS avec un petit mot d'accueil quelques jours, quelques semaines avant d'arriver, avec le sourire en lui disant écoutez, on est super content on t'attend avec impatience. Voilà. Donc les petites choses qui vont faire assez simples, assez humaines pour créer le lien entre lui et vous. Voilà. Alors,
Sur le pré-boarding, on a réfléchi aussi sur un sujet, et Yann pourra peut-être avoir des témoignages là-dessus, mais en tout état de cause, évitons d'intégrer quelqu'un un lundi, de lui dire qu'il va arriver un lundi, parce que le lundi, on sait qu'on a tous 50 choses à faire, il y a le week-end qui est passé, il y a des fois des codires, enfin des réunions, des machins, des lancements de semaine, des weekly, etc. Donc ça peut être des fois aussi tactique de commencer à réfléchir sur ce pré-boarding pour le faire arriver plutôt à mars. Alors, je ne vais pas passer en revue la checklist, hein, vous pourrez la récupérer dans le lien qu'on vous enverra pour télécharger la présentation, mais on vous a mis une petite checklist de tout ce qui est possible de faire potentiellement, pourquoi pas avant l'arrivée du nouveau collaborateur dans l'entreprise, pour pouvoir avoir soit vous anticiper les choses, bien sûr, soit anticiper les choses avec le collaborateur. D'autres actions qui paraissent assez simples aussi, c'est alors on sait qu'en ce moment les restaurants sont fermés, mais bon, on va se dire qu'ils vont réouvrir un jour. Pendant cette phase de pré-boarding, pourquoi pas d'inviter au restaurant la nouvelle recrue avec ses nouveaux collègues qui n'ont pas participé au process de recrutement, que le manager aussi mouille le maillot, parce que nous, RH, effectivement, on doit faire des choses, mais ça peut être l'occasion que le manager, le N+1, le N+2, ait un petit budget pour pouvoir effectivement inviter le collaborateur, le futur collaborateur, à déjà partager avec son équipe. Voilà, tout un tas de choses qui sont possibles. Yann, est-ce que tu as des éléments, des sujets que tu souhaiterais rajouter sur cette phase ? Non, mais c'est vrai que la phase de pré-boarding, finalement, pour nous, ce qu'on voit, c'est une des phases les plus complexes à gérer. Parce que finalement, le collaborateur, c'est vraiment toujours entre la vie du candidat et le collaborateur. Il y a un passage qui est assez complexe puisqu'il est très lié à l'humain. D'un manager à l'autre, finalement, on ne va pas agir de la même manière. Et parfois, les entreprises ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Parce que la personne, parfois, est encore en poste. Donc, en effet, il y a de plus en plus d'entreprises qui essayent de mettre en place un process commun à l'ensemble des managers pour aider, en fait, à faire en sorte que la personne, finalement, ait vraiment l'impression d'appartenir à sa future entreprise avant même qu'elle y arrive. C'est pas simple. Ouais, c'est clair. Alors après, moi, je me rappelle d'une anecdote que j'ai eue chez mon ancien employeur où j'avais travaillé sur ce sujet, et c'était remonté aux oreilles du CE à l'époque, du CSE d'aujourd'hui, qui m'avait dit que j'avais pas le droit parce que le salarié, la personne n'était pas salariée de l'entreprise et que quelque part, je lui impactais sa charge mentale, etc. Je vous avoue que à un moment, oui, on peut entendre, il y a respect du code du travail, on est tous clairs là-dessus, mais je pense qu'il faut faire simple. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'on a tous autour de l'écran envie de simplicité, de pas faire n'importe quoi évidemment, mais de simplicité, et puis de favoriser, parce qu'effectivement, ce temps investi ou cette sollicitation, dans la mesure où on fait pas travailler la personne opérationnellement, en tout cas avant la prise de poste, elle n'a pas d'impact sur la santé mentale du collaborateur. Et à contrario, je pense qu'il est plutôt flatté et content qu'on pense à lui, et que ça va l'aider justement à s'intégrer et à gagner du temps sur les phases suivantes, et entre autres l'arrivée du collaborateur. Transition étant faite, je te laisse la parole, Yann, sur l'arrivée dans l'entreprise. Merci Florent. Du coup, comme le disait Florent, c'est vrai que cette période est très particulière de l'onboarding. Alors, pour arriver sur justement l'arrivée, donc ce fameux premier jour, ce qu'on voit chez l'ensemble de nos clients, c'est globalement quand la période de pré-boarding est bien cadrée, le premier jour, finalement, on a souvent l'habitude de dire que c'est pas censé être un premier jour. C'est-à-dire qu'on arrive dans l'entreprise, mais on connaît un certain nombre de choses. Et comme le disait à juste titre Florent, en fait, en aucun cas, on impose des choses en pré-boarding. C'est-à-dire qu'on va proposer, notamment aux managers, on va proposer un certain nombre d'actions. Alors là, en ce moment, typiquement, c'est particulier puisqu'on est à distance, les gens sont en remote, ils travaillent de chez eux. Donc, on va proposer à un mentor, un tuteur, un buddy, il y a plein de mots, ou au manager de prendre contact avec le futur collaborateur et d'avoir des interactions. On va provoquer des interactions, en fait. Donc, c'est jamais imposé, c'est vraiment proposer des choses. Et quand on arrive dans l'entreprise, finalement,
Et ben, globalement, normalement, on a déjà vu des photos de ses futurs collègues, on connaît les outils sur lesquels on travaille, on voit des équipes commerciales où le manager montre les dernières victoires de l'équipe. Donc, c'est l'occasion aussi de lui mettre en avant toutes les actions qui sont mises en place par l'équipe. Donc, finalement, ce premier jour, en général, le but, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui soient préparées. Tout comme sur cette première semaine, qui est extrêmement importante, où là, finalement, on a la capacité aussi d'envoyer aux collaborateurs en amont de son arrivée le programme de sa première semaine. De lui dire, lors de ta première semaine, tu auras un déjeuner d'équipe le mardi, tu auras, alors actuellement c'est un peu complexe, une visite des locaux le jeudi, une présentation des différentes directions, etc. Donc là, l'objectif, en effet, sur cette première semaine, il y a vraiment un côté très psychologique où, en général, le collaborateur s'imagine beaucoup de choses. Il est en général content de rejoindre son entreprise et l'objectif, c'est de le conforter dans son choix. Le premier mois, c'est un peu la même chose. Je dirais que le premier mois, là, on va valider aussi un certain nombre de choses sur la montée en compétences. S'assurer qu'il a tous ses outils, s'assurer qu'en termes de formation, il est suivi et on va avoir aussi du feedback pour être certain finalement que les actions, les enjeux qui ont été proposés au départ sont en phase avec ce qui a été mis en place. Ensuite, tu peux avancer, Florent. Donc là, la phase 2, donc l'arrivée, le programme d'intégration. Donc, clairement, donc là, on ne va pas vous détailler en effet le détail des éléments. L'objectif, en effet, alors nous, ce qu'on fait beaucoup avec nos clients, c'est que pour le premier jour, souvent, on envoie un SMS. Donc, ça va être ou la veille, ou 2 ou 3 jours avant. C'est-à-dire qu'on a, comme le disait Florent, des clients qui décident d'intégrer des nouveaux collaborateurs jamais le lundi, mais plutôt un mardi. Donc, le lundi, on va envoyer un SMS. Si c'est le lundi, on l'envoie le vendredi pour pas que ça arrive le week-end. Et on va confirmer le fait que bonjour Julien, on t'attend lundi ou on t'attend mardi. Et c'est Florent qui va t'accueillir à 9h30 à Rennes, à Nantes, à Paris. Donc, on va dire toujours la même chose. L'objectif, c'est d'enlever le côté anxiogène de ce fameux premier jour. Quelle sauce je vais te manger, quand on n'a aucune interaction avec ses équipes ou ses managers avant ce premier jour, alors qu'on a été recruté 1 ou 2 mois avant, c'est vrai que le premier jour peut être assez stressant. Donc là, le but, c'est de gommer ce côté anxiogène du premier jour. Tu peux avancer. Oui. Donc la première semaine, donc, comme je le disais tout à l'heure, cette première semaine, c'est vraiment, alors, nous c'est des retours, nous on interviewe beaucoup en fait des DRH constamment, qui sont des clients ou pas. On a tout un pool d'une centaine de DRH avec lesquels on communique, mais aussi de nouveaux arrivants. Ce que l'on voit au niveau des nouveaux arrivants, des nouveaux collaborateurs, cette première semaine en fait, il y a vraiment des jauges, alors qui peuvent paraître assez drôles. Souvent, en fait, il y en a beaucoup qui nous disent ce que je le vois, c'est que lors de cette première semaine, j'ai pas mal d'amis, moi, personnellement, qui me demandent à le premier week-end comment s'est passée cette première semaine. Et c'est vrai que il y a des choses parfois qui sont très humaines. C'est ce qui, pour nous, clairement, est un plaisir de travailler sur cette partie d'onboarding, c'est qu'on touche à de l'affect. On est complètement en dehors du côté purement professionnel. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, clairement, on va avoir des choses très différentes. Il y a une étude, c'est Google qui avait sorti une étude alors je ne sais plus si c'est 2012 ou 2016, c'était ce qu'ils avaient le projet Aristote. Ils avaient fait une étude sur, alors bon, c'était Google, c'est très lié à la montée en compétences et à la capacité d'être opérationnel le plus vite possible, qui, soit dit en passant, est un vrai sujet RH qui parfois peut être tabou, mais l'onboarding fait aussi partie de cette partie-là. C'est comment je fais monter en compétence mon collaborateur, comment je m'assure, on va dire, on parle souvent de la symétrie des attentions. Et Google avait produit une étude sur 160 équipes dans le monde, de minimum 8 personnes. Et l'objectif, c'était de comprendre en fait comment une personne était opérationnelle et le plus vite possible. Et ce qu'il en sort de cette étude, c'est assez drôle, parce qu'il s'attendait, j'imagine, à des choses très liées aux soft skills. Et ce qu'il en sort, c'est que ce qui fait qu'une personne est opérationnelle très vite,
c'est la capacité de l'équipe elle-même à mettre le collaborateur, ce nouvel arrivant, en sécurité psychologique, donc en confiance. Donc, c'est même pas une soft skills, en fait. On est quelque chose vraiment qui est lié à de l'affect. C'est exactement comme quand vous êtes invité chez des amis ou dans une soirée où vous connaissez personne. Si vous vous sentez en sécurité psychologique, en confiance avec ces personnes-là, vous aurez envie de revenir. Mais cette première semaine, c'est exactement ça. Moi, c'est une étude qui m'a beaucoup parlé, parce que finalement, on sort complètement de choses professionnelles. On est sur des choses qui sont très liées à l'affect. Si on se trompe de prénom le jour où vous faites un premier jour, il y a des gens qui s'en fichent complètement, il y en a pour qui c'est extrêmement complexe à vivre. Donc, il y a toujours ces histoires de j'avais pas mon ordinateur, j'avais pas le bon bureau, on s'est trompé de nom. Finalement, on est lié à de l'affect. Donc, en fait, cette première semaine, en effet, elle est cruciale et elle peut sceller beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Et Yann, question de Massimo sur cette première semaine. Je me permets, Massimo, de lire votre question. Concernant l'organisation de la première semaine, j'utilise des cartes Trello. Pensez-vous qu'il serait pertinent de faire durer ce procédé sur un mois? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Trello, c'est une excellente idée parce que du coup, souvent on nous demande, nous, qui sont nos concurrents. Et nos plus gros concurrents, finalement, c'est Excel et Trello. Mais c'est des très beaux concurrents parce que finalement, quand on arrive, nous, dans des entreprises qui ont déjà des process d'onboarding, en général, c'est ceux avec lesquels ça fonctionne, entre guillemets, mieux. C'est-à-dire que c'est complexe de partir d'une feuille blanche. Les gens qui me disent on ne fait rien du tout en onboarding, et ben ces gens-là, finalement, nous, on a une plateforme d'onboarding, on ne va pas leur proposer de mettre en place la plateforme tout de suite. On va les accompagner à la mise en place de process. Et la mise en place d'un Trello est une excellente idée. On a vu, nous, des startups qu'on accompagne et qui arrivaient à onboarder jusqu'à 50 personnes avec un Trello. Bon, je ne vous cache pas qu'à la fin, ça devenait complexe parce qu'il y a toutes les automatisations qui ne se mettent pas en place, mais c'est une excellente idée. Trello, pour structurer les process d'onboarding, ça marche très, très bien. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la méthode Trello pour Angélique? Oui, alors Trello, c'est un outil de gestion de projet qui est très utilisé dans les petites entreprises en général. Ça permet de mettre en place des cartes avec différentes. Ça fonctionne, en vertical, horizontal, là où un Excel finalement est très vertical. Trello permet de créer, admettons, vous pouvez créer une brique pré-boarding, donc avant le premier jour, première semaine ou après la première semaine. Et en horizontal, vous allez mettre par exemple la DSI, service financier, etc., avec des tâches à chacun. Et pour les RH, ça permet de visualiser l'ensemble des tâches qu'il y a à réaliser pour l'arrivée du collaborateur. Bien entendu, il n'y aura pas toute la brique automatisation, mise en musique, ce qu'on appelle nous des workflows, de tout ça. Mais c'est déjà un très bon début. C'est TRE, 2LO pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un outil américain, mais c'est vrai que c'est agréable de voir des entreprises qui l'utilisent. Alors, ça a ses limites. C'est vrai que, comme je disais, passer 10-20 nouveaux collaborateurs par an, on a des clients, nous, qui ont du mal à gérer la suite. Mais c'est une bonne alternative. Alors, le rapport d'étonnement, qui fait la transition, parce qu'il y avait une question de Sabine sur le rapport d'étonnement. Je te laisse en parler. Oui, le rapport d'étonnement, alors c'est des choses qu'on voit de plus en plus. En effet, nous, on le propose quand les clients le demandent. C'est vrai que ce qui est intéressant dans le rapport d'étonnement, il y a deux choses. C'est que finalement, il y a des choses qui sont très liées à l'entreprise en elle-même, et il y a aussi de pouvoir aussi se mettre en place des éléments de mesure. C'est-à-dire que l'objectif auprès du collaborateur, c'est aussi de se soucier du fait qu'on met en place des choses. Ces choses-là, elles sont probablement pas parfaites et on a besoin de l'avis du collaborateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est surtout derrière, quand on demande l'avis au collaborateur, c'est de bien penser derrière à lui faire du feedback. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. C'est pas nouveau. C'est de dire voilà, on te pose des questions aujourd'hui et c'est de prévoir, notamment auprès des managers ou des RH, des retours sur ces éléments et les questions qui sont posées au cas où il y ait des éléments d'amélioration. Ça rejoint souvent, en fait, on nous parle d'un rapport d'étonnement, et souvent, nous, on nous parle aussi des entretiens annuels. On voit de plus en plus d'entreprises, finalement, qui, c'est pas qu'ils abandonnent l'entretien annuel, mais ils mettent en place des solutions alternatives. Et très souvent, nous, on va nous proposer aussi des retours qui vont être alors c'est des entretiens, on va dire, trimestriels, et ça commence souvent dans Tilt, c'est-à-dire qu'on propose notamment des échanges et des retours très concrets sur
typiquement des objectifs. C'est-à-dire que le collaborateur a des objectifs et le manager a des objectifs avec le collaborateur, et ça, on va les mettre en place très vite pour éviter, entre guillemets, les distorsions d'activité dans cette dans cette phase d'arrivée. Et une anecdote, une anecdote qui est un peu malheureuse que j'ai eue cette semaine sur un de mes clients sur le rapport d'étonnement dans une petite entreprise. Le patron de PME a demandé un rapport d'étonnement à un nouveau collaborateur qui était membre du CODIR, d'un petit CODIR de 5-6 personnes. Et donc ce nouveau collaborateur a réalisé son rapport d'étonnement, l'a envoyé au dirigeant en prévoyant un échange avec lui pour lui expliquer un petit peu tout ce qu'il avait indiqué, parce que tout n'était pas rose, on va dire. Et l'erreur qu'a fait ce dirigeant, c'est d'envoyer ce rapport d'étonnement à tous les autres membres du CODIR. Non, un rapport d'étonnement, s'il est écrit, il doit être échangé entre les personnes qui ont participé au recrutement ou le manager avec la nouvelle recrue, et il n'a pas vocation à être partagé par plus largement que ça dans l'entreprise, parce que ça peut être super dangereux. Donc, c'est un super outil. Il faut le manier aussi avec précaution, pour que la personne puisse se dire tout ce que je vais écrire, tout ce que je vais dire, que ce soit positif, que ce soit un peu négatif, pour que ce soit sincère, ça nécessite un minimum de confidentialité pour éviter des dégâts collatéraux un petit peu compliqués. Il y a Guillemette qui nous pose une question, Yann, et je ne sais pas y répondre. Je ne sais pas si tu sais y répondre. Que pensez-vous de Workello? Est-ce un bon outil? Alors, Workello, c'est une solution d'onboarding. D'accord. Aujourd'hui, sur le marché de l'onboarding, il y a un certain nombre d'acteurs. Alors nous, on a identifié, bien entendu, en France, il y a un certain nombre de sociétés. Elles sont toutes relativement récentes. On va dire qu'il y a des sociétés comme Workello, comme iTeam, comme Tilt. Il y en a un certain nombre. Et on va dire que nous, dans le cadre de la création de Tilt, on a aussi vu beaucoup de sociétés à l'étranger. On avait notamment vu des sociétés excellentes en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle HR Onboard. Il y a des Américains comme Enboarder. Il y a beaucoup de solutions. Elles sont toutes, on va dire, très différentes dans leur approche, dans la philosophie. Souvent, nous, ce que l'on voit dans le cadre ou des appels d'offres, puisqu'il y a de plus en plus de groupes qui font des appels d'offres sur l'onboarding, on accompagne des startups, mais on accompagne aussi des sociétés comme Total, comme SNCF, comme Ville de Paris. C'est finalement la philosophie avec laquelle la solution a été créée. L'objectif, en effet, c'est pas d'infantiliser les collaborateurs. Et malheureusement, aujourd'hui, dans un certain nombre de solutions qui ont été créées, on le voit nous avec certaines sociétés qu'on accompagne, il y a parfois ce côté infantilisant. Mais c'est vrai que voilà, comme dans beaucoup de solutions, il y a pléthore de solutions sur le marché. On parlait de Trello tout à l'heure. Trello en est une aussi. Donc, okay. C'est intéressant. Et pour le rapport d'étonnement, quand est-ce qu'on peut le faire? Majid nous demandait après la première semaine du collaborateur. La première semaine, c'est un peu… Première semaine, je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que je me trompe. Comment? J'ai le sentiment que c'est un petit peu tôt, première semaine du collaborateur. Oui. Nous, c'est nos clients qui sont les clients qui décident de mettre quand ils le… Mais en effet, c'est rare. On voit très rarement des rapports d'étonnement la première semaine. En général, c'est plutôt en effet vers la fin de période d'essai. Par contre, ce qui est souvent mis en place, et nous on le pousse aussi, c'est que les entreprises, pour pouvoir aussi jauger l'intérêt et l'avantage de la mise en place de l'onboarding, très souvent ils vont être très bons, par exemple, sur un premier mois. Et ils vont être un peu moins bons sur les deuxième, troisième mois. C'est vrai qu'il y a cette phase cette courbe de progression souvent au début de l'arrivée d'un collaborateur. Il y a souvent cette phase aussi où on stagne et le collaborateur, parfois, au bout de 3 ou 4 mois, il a l'impression de régresser. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais c'est juste que finalement, quand un nouveau collaborateur dans une équipe est arrivé depuis 4 mois, on a l'impression qu'il a pris ses marques, alors qu'il est en pleine montée en compétences. Donc c'est là, souvent, finalement, où il y a vraiment… un vrai effort à faire. Nous, on le voit chez nos clients autour du 3e, 4e mois. Donc, on va mettre en place un certain nombre de choses avec eux. Et tout cela, en fait, on va essayer de le voir aussi via des signaux faibles. Donc, au-delà du rapport d'étonnement, c'est notamment d'avoir des feedbacks du collaborateur sur la période dans laquelle il se trouve. OK. Alors, pour avancer…
Anne nous posait la question, lorsqu'on ne nous livre pas de rapport d'étonnement, pouvons-nous le suggérer auprès de notre N plus 1, sera bien perçu? Je suis fatigué, moi, ça. En fait, est-ce qu'il n'y a pas de rapport d'étonnement demandé par l'entreprise? Est-ce que moi, en tant que nouvel employé, je peux en proposer un? Alors moi, clairement, j'aurais envie de dire à Anne, bah oui. Enfin, je veux dire, c'est, je pense, une super initiative de la part d'un nouveau collaborateur si l'entreprise n'a pas ce réflexe. Et je dirais que si c'est mal perçu, Anne, bah, faut vite changer d'entreprise. Hein. C'est un peu inquiétant qu'un chef d'entreprise ou un RH ou un manager n'ait pas l'ouverture d'esprit à entendre les choses qu'a envie de lui dire un nouveau collaborateur. Dans un appartement, il y a des choses positives, il y a des choses moins positives, mais au contraire, c'est un bon arrêt sur image pour se dire bah, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. C'est constructif et une entreprise qui voudrait pas mettre ça en place ou qui le vivrait mal, j'ai la faiblesse de penser que c'est un petit peu inquiétant en termes de politique managériale et de politique RH dans cette structure. Donc voilà. Donc le rapport d'étonnement, bah oui, Angélique, envoyer 3-4 mois après l'arrivée de nouveau collaborateur, ça va dépendre de la durée de la période d'essai. Ça peut être au bout d'un mois, ça peut être au bout de 2 mois, ça peut être au bout de 3 mois, à calibrer en fonction de la période d'essai et puis de ce que vous estimez nécessaire de faire. Mais une semaine, c'est trop court. 3 à 4 mois, ça peut être trop tard si la période d'essai est de 3 à 4 mois, par exemple. Donc voilà. Donc c'est là où il faut avoir le juste milieu. Pour avancer sur les objectifs de la période d'essai, est-ce que tu souhaites en dire un petit mot, Yann? Le temps tourne. Oui, alors là, c'est pareil. Les objectifs de la période d'essai, elles sont très différentes d'un client, enfin d'une entreprise à l'autre. Il y a des entreprises, finalement, ça dépend du poste. Nous, on le voit au sein de certains de nos clients, entre une personne qui rentre sur une fonction support, on va dire au sein d'un service financier, admettons, ou un commercial, les éléments de mesure sont très, très différents. Donc là, on va être aussi sur la mesure de la montée en compétences, au-delà de la mesure des objectifs. Et c'est vrai qu'il y a ce double aspect dans l'onboarding de je mets en place des choses qui sont vraiment liées à ma marque employeur, c'est-à-dire je souhaite que dans quelqu'un qui rentre dans mon entreprise, qui rentre à Paris, à Lyon, au Havre, je ne sais où, à New York ou en Asie, finalement, que cette expérience soit la même partout, enfin identique, on va dire, qui est vraiment liée à la marque employeur. Et de l'autre côté, il y a la montée en compétences, c'est-à-dire que je recrute quelqu'un et clairement, j'estime qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois ou plus, il soit compétent, qu'il soit en mesure de répondre aux standards qui sont les nôtres par rapport à la fonction pour laquelle on l'a recruté. Donc, ce sont deux choses très différentes. Et d'un poste à l'autre, finalement, là, c'est à nous de nous adapter aussi et de comprendre quels sont les enjeux. Ok, merci. Alors, sur le premier mois, on a parlé de la première semaine, et on a plus que parlé de la première semaine d'ailleurs, mais sur le premier mois. Le premier mois, en effet, quand on marque de rythmer le premier mois, il est important, je dirais, toutes les phases sont importantes, mais ce premier mois, finalement, c'est celui aussi où on va finalement commencer à former le collaborateur. Donc, sur les différentes phases, quand on parle de l'expérience collaborateur, on va avoir le recrutement. Dans la vie du collaborateur, la première qui arrive quasiment, c'est la formation. C'est là où l'onboarding est un peu entre guillemets entre deux, c'est-à-dire qu'elle est vraiment entre l'expérience candidat et l'expérience collaborateur, et entre le recrutement et la formation, on a l'onboarding. Donc finalement, l'onboarding, nous en tant que professionnels de l'onboarding, on a un vrai rôle à jouer sur la partie formation, puisqu'on fait le pont sur justement ces périodes de formation. Donc c'est à nous aussi de comprendre comment l'entreprise fonctionne sur cette partie formation. Est-ce que le met en musique dès le premier mois et de quelle manière, sur quelle typologie de poste. Donc là, en effet, l'objectif, ça va être de provoquer des interactions. Là, nous, typiquement, dans le cadre du confinement, c'est l'organisation de visioconférences. On a de plus en plus de clients, alors certains qui ne le faisaient pas avant, mais qui mettent en place l'attribution d'un parrain, ce qu'on appelle parrain, je dis parrain, buddy, mentor, qui est une personne qui n'est pas forcément, on va dire, en lien de subordination avec le nouveau collaborateur, mais ça participe, on va dire, entre guillemets, à la montée en compétences et formation du collaborateur, puisque si le collaborateur ne se sent pas à l'aise avec un certain nombre de choses, il va pouvoir en parler à cette personne-là. Donc, il y a un vrai échange.
Et puis le suivi, la troisième phase, on a parlé du pré-boarding, on a parlé des premiers jours, premières semaines, premiers mois, et le suivi ensuite. Alors, le suivi, alors là, c'est pareil, c'est très différent d'une entreprise à l'autre. Alors, le suivi, il peut durer. Pour nous, ce qu'on voit le plus souvent, c'est les périodes quand je parle d'onboarding, c'est de manière globale, hein, tout compris, en général de moins 1 mois à plus 3 mois. C'est ce qu'on voit le plus. On a des clients qui commencent à moins 3 mois, mais on a des clients, là, on vient de répondre à un projet qu'on vient de gagner, sur lequel la période de suivi va jusqu'à 12 mois, avec cette fameuse l'anniversaire du nouvel arrivant, qui typiquement se finit par une alerte manager sur Julie, demain, Julie sera dans ton équipe depuis 1 an. Merci d'y penser. Ça peut être. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de managers. Moi-même, quand j'étais manager, je n'ai pas souvenir de mettre un rappel sur l'anniversaire du collaborateur. Et c'est vrai que peut-être que j'aurais dû le faire. Aujourd'hui, on a le moyen de l'automatiser. Ouais. Le suivi, finalement, là, c'est très lié aussi. Nous, l'objectif, c'est de comprendre un peu quel est l'état d'esprit de l'entreprise, mais le suivi, il peut en effet durer 3, 6, 12 mois. Le suivi d'un collaborateur, on va dire, ne s'arrête jamais. Nous, dans le cadre de projets, on aime beaucoup interviewer des personnes qui sont arrivées pour avoir leur ressenti, avec l'accord des clients, bien entendu. Et on va très souvent interviewer des gens aussi qui sont là depuis parfois 10 ans dans l'entreprise pour leur poser la question, est-ce que tu te rappelles il y a 10 ans de la façon dont on t'a accueilli? Et ce qui est assez drôle, c'est que finalement, ils vont nous parler de choses qui ne se font plus du tout aujourd'hui et qui finalement étaient des choses très positives. Parce qu'il y a 10 ans, finalement, le digital était, je ne vais pas dire qu'il n'était pas présent, mais il était beaucoup moins présent. Et finalement, il y a des choses aussi très physiques, qui se mettent en place. Enfin, on voit de plus en plus des coffrets cadeaux. Nous, on a des partenaires qui font des coffrets cadeaux pour les nouveaux arrivants. Finalement, c'est des excellentes idées. Il n'y a pas que le digital. Enfin, je veux dire, nous, on peut faire une plateforme digitale, mais il n'y a pas que le digital. Donc, finalement, l'objectif aussi, c'est le suivi. Il peut ne jamais s'arrêter. Enfin, nous, aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, hein, on accompagne des gens sur le retour de congé maternité, retour de congé maladie, jusqu'au départ de l'entreprise. Donc, ça ne s'arrête jamais, en fait, finalement. L'accueil, c'est quelque chose qui est, comme je disais, lié à l'affect. Et donc, le suivi du collaborateur, finalement, c'est vraiment le client interne. Enfin, je veux dire, de plus en plus de RH considèrent le collaborateur comme un client interne. Et nous, dans mon ancienne vie, j'ai travaillé dans le marketing et sur le client. Il y a des choses fabuleuses, extrêmement puissantes qui sont mises en place pour suivre les clients. Et aujourd'hui, l'objectif, nous, c'est de mettre en place toutes ces choses-là pour suivre le collaborateur dans toute la vie au sein de l'entreprise, que ce soit des choses qui soient très heureuses comme un retour de congé maladie, comme un retour de congé maladie ou de congé de maternité, qui sont, oui, des choses heureuses. Mais quand on part en congé maladie, c'est pas sympa. Par contre, là, c'est important de bien de faire en sorte que la personne retourne et revienne en poste dans les meilleures conditions. C'est un sujet intéressant parce que je fais la transition avec la fin de période d'essai. Tu parlais de fêter l'anniversaire du collaborateur, mais si déjà tout le monde pouvait fêter la fin de période d'essai d'un collaborateur, moi je me rappellerai toujours d'un vendredi où je savais que c'était mon dernier jour de période d'essai dans une entreprise, et puis mon manager à 16h le vendredi qui me dit Florent, j'aimerais te voir un quart d'heure. Dites le vendredi soir, ça sent pas bon cette histoire. Ça sent pas bon, et je stressais comme un fou. Et en fait, c'était bon parler d'autre chose. Moi, je pensais qu'il allait me dire que j'allais quitter l'entreprise. Il m'a pas parlé de ça. Il m'a pas parlé non plus que c'était la fin de période d'essai. Il m'a juste parlé d'un autre sujet. En fait, il avait totalement zappé cette fin de période d'essai, et qui est hyper anxiogène en fait pour un collaborateur. Et oui, faire un petit événement interne, remercier les parties prenantes, faire un cadeau. Voilà, ça, c'est des choses assez simples et qui pourraient enchanter encore plus, à mon avis, le collaborateur, et qui coûtent pas bien cher, en fait, à l'entreprise. Et c'est tel que l'écrit Arnaud sur le chat, la symétrie des attentions, en fait. Tout à fait. C'est prendre soin de son équipe. Sujet-là qui est assez drôle. Rapidement, oui. Il y a un client qui est on board, qui accueille plus de 1000 personnes par an. Et en fait, il s'était rendu compte
que les personnes qui étaient embauchées il nous l'a dit sous le ton de la plaisanterie, hein, parce on était en réunion, ils étaient 7 dans l'entreprise, qu'il nous dit, finalement, chez nous, ce qui est intéressant, c'est d'être embauché entre mai et juin. Vous avez beaucoup plus de chances de passer la période d'essai. C'est qu'ils s'étaient rendu compte que pendant l'été, et bien en fait, finalement, les personnes qui étaient en charge de notifier aux managers les fins de période d'essai étaient en vacances d'été. Et donc, les personnes passaient automatiquement la période d'essai. Donc, finalement, l'objectif aussi, là, c'est de trouver des moyens d'automatiser des relances. Parce que finalement, une période d'essai, si le manager n'est pas là, ou la personne qui est en charge de la notifier. Donc, l'objectif, voilà, c'est plus sur le ton de l'anecdote, mais en effet, il y a un enjeu pour le collaborateur. Passer une période d'essai, c'est un élément extrêmement important. Et l'objectif, en effet, c'est que l'entreprise, elle souhaite que le collaborateur la passe. Tout le monde souhaite que le collaborateur la passe, mais encore faut-il que ça se passe dans les bonnes manières, dans les bonnes conditions. C'est clair. Avant dernier sujet, tu en as parlé vite fait et rapidement en tout cas sur les différents types d'onboarding. Oui, alors on va pas tous les passer en revue. Hein. On a cité on a écrit quelques points effectivement. Et je te rejoins Yann, l'onboarding, on pense souvent effectivement aux nouvelles recrues, mais ce sont aussi des anciens collaborateurs qui reviennent, qui changent de site, qui reviennent d'une absence longue, qui ont une mobilité interne. Parce que dans un grand groupe, on fait une mobilité interne. Quelque part, des fois, c'est comme si on était un nouveau collaborateur dans la nouvelle équipe ou le nouveau site dans lequel on arrive. Et dans l'esprit, peut-être dans notre esprit RH, on se dit bon, voilà, c'est juste une mobilité, hein, c'est un transfert de contrat de travail. Et ben non, c'est plus large que ça. Ça nécessite plus d'attention que ça. Et puis dernière chose, on voulait vous parler effectivement de la situation. Alors voilà, on va pas revenir sur la situation, c'est déjà assez pénible comme ça, mais comment on s'adapte pour de l'intégration dans cette période qui nécessite encore plus une imprégnation dans la culture d'entreprise, une intégration. Et tu en parlais tout à l'heure, comment être évalué pendant sa période d'essai si pendant 3 mois ou 4 mois j'ai été en télétravail et je n'ai jamais rencontré physiquement mes collègues ou mon manager, parce que ça c'est des situations réelles aujourd'hui. Clairement, quelques points que l'on a indiqués qui nous paraissent importants sur l'onboarding à distance. Là, on croit vraiment que la phase de pré-boarding, elle est encore plus critique qu'elle ne l'est que lors d'une intégration physique, parce que là, il n'y a pas de déjeuner au restaurant, parce qu'il n'y a pas d'événement où on peut se voir physiquement, en tout cas avant d'intégrer l'entreprise. En tout cas, c'est plus compliqué. Et donc là, il faut donner de la visibilité au nouvel embauché sur l'organisation, le rassurer. Quel est le rythme de télétravail? Quelle est l'organisation de télétravail dans l'entreprise? Est-ce que c'est du temps plein? Est-ce que c'est du temps partiel? Est-ce que il y a une présence obligatoire X jours par semaine sur le site? Il y a plein de situations aujourd'hui très, très, très variées. Donc, je pense que là, ça nécessite d'être transparent. Deuxième point, ça nécessite d'être transparent aussi sur la situation économique, chômage partiel de l'entreprise. Y a-t-il du chômage partiel? Comment est vécue cette période? Est-ce qu'il y a des impacts économiques pour l'entreprise? Là, je pense que c'est nécessaire de rassurer. On peut intégrer quelqu'un même dans une phase un peu difficile. Autre point, s'assurer quelque part avant de dire aux collaborateurs, écoute, pendant 2 mois, 3 mois, tu vas télétravailler, s'assurer qu'à minimum, avec lui, lors de cette phase de pré-boarding, il ait une qualité de connexion Internet digne de ce nom pour pouvoir travailler, pour pouvoir se connecter aux outils, s'il y a un accès avec un VPN, par exemple, etc. En tout cas, que tout fonctionne. Et donc, ça nécessite probablement d'envoyer les équipements informatiques et avant le début officiel d'activité pour justement tester et s'assurer que le cadre de travail à la maison va être idéal pour que le premier jour, lors de la première journée, des premières formations, des premières interactions visio avec ses collègues, tout se passe bien et qu'on passe pas du temps à résoudre des problèmes techniques pendant des jours et des jours avec une direction informatique plus ou moins rapide et efficace. Donc, autant faire ça avant. Et puis, tu en as parlé tout à l'heure, Yann, du référent, du parrain, qui n'est pas forcément le manager et qui, même à contrario, c'est mieux que ce soit pas le manager direct, que ce soit un collègue qui est là depuis plus longtemps dans l'entreprise, qui va pouvoir guider la nouvelle recrue. On pense que ces points de contact
doivent être plus nombreux, organisés, structurés. Est-ce que le parrain, par exemple, pendant les 15 premiers jours, tous les jours, va passer 15 minutes, 20 minutes avec son parrainé, sa nouvelle recrue, la nouvelle recrue, pour faire un point avec elle, répondre à toutes les questions, etc., etc. Encore moins le laisser seul. Surtout ne pas le laisser seul pour que l'intégration se fasse du mieux possible. Et puis, on espère en 2021 qu'on puisse se retrouver un peu plus physiquement dans nos bureaux. Donc, en tout cas, on pense que c'est un point clé. Et puis, et tu en as parlé tout à l'heure, organiser effectivement un premier jour qui est encore plus mémorable, avec quelque chose aux petits oignons, avec les collègues, avec une présentation de l'entreprise, avec des échanges réguliers, organiser cette première journée, cette première semaine avec tous les collègues pour apprendre à se connaître, savoir ce que l'on fait, expliquer son métier, etc., etc. On pense que là, c'est un point clé, et on pense qu'effectivement, se doter d'un outil, quel qu'il soit, que ce soit Tilt ou les autres outils dont on a parlé pendant ce début de matinée, on pense que c'est vraiment intéressant. Voilà, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Merci Yann, merci de ta présence. C'est super sympa et c'est hyper agréable d'avoir échangé avec vous et d'avoir partagé ces choses-là. Merci, vraiment merci à tous d'avoir été présents, d'avoir été fidèles pendant ce début de matinée. Comme je vous le disais, on va vous mettre à disposition. Vous allez recevoir un petit mail avec le replay de cette émission, ça fait un peu prétentieux, de ce webinar, et puis le PDF avec tous les petits outils qu'on vous met à disposition. Et puis, Florent, Yann et moi-même, on reste à votre disposition. Ça fait un nain de long qui parle de lui-même. J'ai craqué ce matin. Que Yann et moi, on reste à votre disposition. Et puis à bientôt, en tout cas. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.